15h33, bien sûr, on reste ensemble pour passer l'après-midi tous ensemble donc sur Radio J, et on retrouve tout de suite Shlomo Malka pour son émission Pont Neuf. Son invité aujourd'hui, c'est Nathan Dever, le rédacteur en chef de la revue La Règle du Jeu. Bonjour Shlomo. Bonjour, Pont Neuf, l'émission littéraire consacrée à l'actualité du livre, et avec pour invité effectivement aujourd'hui Nathan Dever. Nathan Dever, bonjour. Bonjour. Alors, un mot d'abord de vous. Vous avez 24 ans, vous êtes normalien, agrégé de philosophie, vous avez été écrivain, vous êtes écrivain, vous aviez publié Généalogie de la religion au Cerf, un premier roman intitulé Ciel et Terre chez Flammarion, et dernièrement Espace Fumeur chez Grasset. Vous reviendrez peut-être pour nous en parler, notamment du premier livre que j'ai lu et que j'avais beaucoup aimé. Donc, vous êtes éditeur de la revue La Règle du Jeu, et on va parler avec vous de ce numéro spécial que vous avez orchestré sur le thème « Comment lisez-vous ?» C'est un numéro qui était censé marquer le 30e anniversaire de la revue. En 2012, la revue avait consacré un numéro spécial au thème « Comment lisez-vous ?» Et là, c'est un peu, je dirais, l'autre versant du miroir. Exactement. L'idée qui était à l'origine, je dirais, de ce numéro, c'était de se dire que finalement une revue littéraire, qui est un organe très spécial, qu'il y en a plus beaucoup aujourd'hui en France dans le monde culturel, c'est peut-être, avant même d'être une collection d'auteurs, c'est peut-être une communauté de lecteurs, et de lecteurs qui ont des affinités, qui ont des singularités, qui ont des différences, mais qui part du principe que la lecture est un acte qui n'est pas un acte passif, c'est pas seulement lire de faire entrer des mots dans son cerveau par ses yeux, mais que la lecture est un vrai moment de création et presque une écriture à part entière, une écriture sans papier, une écriture visuelle, mais une écriture quand même. Et toute l'idée était ça, de montrer dans ce numéro la pluralité et le dynamisme de tous les types de lectures qui peuvent exister en fonction des gens. Alors, vous qui devez avoir la totalité du numéro dans la tête, puisque vous l'avez orchestré, ce sont des centaines d'auteurs qui répondent à un questionnaire. Et parmi ces questions, il y a une question centrale: quel est le livre qui vous a le plus marqué? Et moi, je vous pose la question: quels sont les livres qui reviennent le plus souvent? Quel est, disons, le top 3 des livres choisis par les auteurs que vous avez sollicités? Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce questionnaire était composé de 4 questions, mais donc il y avait une question: quel est le livre qui a changé votre vie? Et une autre question: quel est le livre dans lequel vous n'êtes pas rentré? Soit parce que vous n'avez pas envie, soit parce que vous n'avez pas pu. Et ce que j'ai observé, c'est que majoritairement, pour ces 2 questions-là, il y avait un certain nombre d'auteurs qui revenaient de manière majoritaire, soit parce que les gens les avaient lus, soit parce que les gens ne les avaient pas lus. Mais dans les 2 cas, ça revenait. Donc c'était Proust, c'était Céline, c'était Musil, c'était parfois des lectures philosophiques, parfois des lectures comme Lévinas, voilà. Et j'ai observé aussi beaucoup de romans, de livres générationnels. Bon, par exemple, je savais l'importance historique qu'a pu avoir Solzhenitsyn pour toute une époque, mais j'étais frappé par le nombre de gens qui ont répondu en disant moi, Solzhenitsyn, il m'a vraiment changé ma vie. Il m'a ouvert les yeux au sens littéral du terme. C'est pas seulement qu'il m'a appris la réalité de ce qui se passait en URSS, c'est qu'il m'a fait revoir la réalité même du politique. Alors, on va parler de Proust parce que c'est un cas à part tout à l'heure, mais sur la première question du positionnement, comment vous lisez, assis, debout, couché, là, j'imagine que les réponses sont des réponses standards. Il n'y a pas beaucoup d'originalité qui se manifeste. Il y a peu de gens qui disent je lis en mettant les jambes en l'air ou Dieu sait dans quelle position. Enfin, c'est assez convenu comme réponse. Oui, c'est vrai. Si je me souviens bien, vous disiez que vous lisiez dans toutes les positions.
si Oui, je me c'est souviens vrai. bien. Donc vous étiez l'original de ce numéro. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui a été, sur cette question-là, ce qui a été très, très marrant à observer, c'est pas seulement la réponse que les gens ont donnée, mais c'est la manière dont ils ont lu la question. Parce que tout le but de ce questionnaire, en fait, c'était de poser des questions ouvertes qu'on pouvait percevoir de manière ironique, qu'on pouvait prendre au sérieux, et donc, il y avait une pluralité des réactions face à la question. Et sur la question, à quel moment de votre vie lisez-vous? Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait deux types de réponses. En gros, il y avait les gens qui disaient « je lis pas assez » et les gens qui disaient « je lis trop ». Et j'ai observé ça. Alors chacun répondait, certains lisaient le matin, les autres le soir, etc. Mais il y en avait qui répondaient avec, je dirais, une forme de mauvaise conscience qu'on peut tous avoir, de se dire j'aimerais bien avoir plus de temps dans ma vie pour me consacrer au livre. Et d'autres qui avaient au contraire le sentiment, à mon avis, de vivre dans l'omniprésence des livres, comme dans une bibliothèque géante qui les accompagnerait partout. À commencer par Michel Houellebecq qui disait moi je lis partout, même au supermarché, même quand je sors dans la rue, j'ai toujours un livre avec moi. Et Houellebecq disait c'est dommage que les livres de poche on puisse pas les mettre vraiment dans la poche, parce que moi je me promène toujours avec un livre. Donc il y avait vraiment ces deux types de réactions. Vous auriez pu aussi demander la durée maximale de lecture, parce que il y a quelqu'un qui est cité, je crois, par Bernard-Henri Lévy, c'est Virgile, qui dit que il pouvait lire 4 jours de suite. Bon, là, manifestement, c'est un record. Oui, c'est un record, et on peut imaginer des records inverses, des records de rapidité, surtout aujourd'hui. Et ça aurait été une question en effet intéressante, parce que on avait hésité à savoir s'il fallait parler explicitement de la question des écrans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec mine de rien, le remplacement du papier par les écrans, moi je constate, je ne le déplore pas et je ne l'approuve pas non plus, c'est vraiment un constat, mais évidemment que ça a un effet sur les capacités de concentration. Il y a des études qui sont faites, et même c'est une expérience qu'on a tous, je pense, vécue à un moment ou à un autre, quand on passe trop de temps sur des écrans. Après, on se jette dans un livre, on n'est absolument plus concentré de la même manière, on n'est pas forcément capable de se placer dans le temps long de la lecture. Donc oui, ça aurait été une question intéressante. Ouais. Il y avait en tout cas, ce que vous venez de dire le prouve, il y avait quand même une intention cachée dans votre numéro spécial, vous le dites aussi dans votre présentation, alors que les refrains sur le déclin de la lecture se multiplient, alors que les constats alarmistes fleurissent à ce sujet, les jeunes qui ne lisent plus, l'e-book qui a raison du livre, nous entendons montrer que malgré tout, la lecture est bel et bien vivante, et en plus, elle n'a pas dit son dernier mot. Par exemple, le confinement vous paraît avoir stimulé la lecture. Alors déjà sur la lecture vivante, c'est vraiment le mot vivant qui à mon avis est important. Moi il y a un livre à titre personnel qui a eu une importance vraiment énorme quand je l'ai découvert, c'était L'œuvre ouverte de Umberto Eco, où il expliquait en gros qu'une œuvre d'art, ce n'était pas seulement un artiste qui était créateur et ce qu'on appelle en italien un fruitore, c'est-à-dire un destinataire de l'œuvre d'art, que ce soit un lecteur, un spectateur ou un auditeur qui est passif, mais que le récepteur de l'œuvre d'art contribuait à la création de l'œuvre d'art elle-même. Donc c'est ça ce qu'on voulait montrer, vraiment l'œuvre vivante. Alors maintenant, si vous me demandez mon avis sur le regain de la lecture pendant le confinement, je pense plutôt pour ma part l'inverse. Je pense que le confinement aura été un moment au contraire qui a accéléré la transition numérique de l'humanité de manière générale. On a vu des gens revenir à la lecture, mais on a vu surtout les gens se précipiter sur des réunions en distanciel, sur des applications de plus en plus d'écrans. Je pense j'aurais plutôt l'analyse inverse. Bon, c'est que mon avis personnel. Alors, je reviens au cas Proust que vous avez évoqué tout à l'heure. Il y a quand même c'est assez ambivalent les réponses sur Proust. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens pour qui ça a été le livre marquant, l'œuvre marquante. Mais il y en a beaucoup, je trouve, qui disent j'ai pas pu, j'ai calé au milieu, je me suis dit que j'allais reprendre, j'ai pas osé, je m'en veux, etc. Il y a vraiment toutes sortes de réponses autour de Proust. Oui, c'est vrai que Proust est peut-être dans ce numéro, et en général, la figure qui cristallise le plus tous les malentendus de la lecture. C'est-à-dire, si on prend n'importe quel livre, quelle est la première relation qu'un être humain nourrit avec un livre? C'est pas de le lire, c'est d'en entendre parler. Et tous les gens qui ont cité Proust dans ce numéro racontent tous, certains ont fini par devenir des admirateurs éperdus de Proust et d'autres n'y sont jamais rentrés, mais tous que, en fait, ce qui les a gênés chez Proust ou fascinés, c'est que tout le monde disait que Proust était un génie. Et donc, comment découvrir une œuvre géniale quand on sait par avance que on est obligé de la trouver géniale? Et donc, à partir de là, encore une fois, on voit une division, une scission des caractères chez les contributeurs de ce numéro, entre ceux qui, je dirais, ont été un petit peu
peu rebelles face à ce diktat de l'amour proustien et ceux qui y ont cédé volontiers. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu défloré la chose parce qu'on a pris un café avant d'entrer et on a échangé sur les différents aspects de ce numéro, et je n'ai, vous avez peut-être, j'ai noté un auteur dont je ne retrouvais pas le nom, mais peut-être que ça vous reviendra, et qui cite David Grossman pour Femmes fuyant l'annonce, qui est un livre effectivement bouleversant sur une femme qui fuit son domicile pour courir dans les rues parce qu'elle pressent qu'on va lui annoncer une funeste nouvelle. C'est d'ailleurs la seule occurrence de la littérature israélienne dans le numéro, qui est pourtant très prisé qui est très prisé en France, mais c'est une occurrence intéressante. Vous savez qui a dit cela ? C'est Nicole Garcia qui... Oui, c'est Nicole Garcia en effet. Alors d'ailleurs, je vais vous avouer que moi je n'ai pas lu ce livre et que je compte bien profiter de mon été pour relire ce numéro en lisant tous les livres qui sont mentionnés dedans et que je n'aurais pas lu. Parce que c'est un des usages de ce numéro. On peut le voir comme un répertoire d'une bibliothèque mentale et imaginaire possible. Mais oui, donc c'est sans doute une des seules occurrences de la littérature israélienne. Il y a en revanche beaucoup d'occurrences dans le numéro de la pensée juive. Bon, que ce soit de Lévinas, de Rosenzweig, que ce soit, je pense, à un auteur, Jean-Noël Oringo, si je ne me trompe pas, qui dit qu'il lit le Talmud régulièrement et que ça participe de sa création littéraire. Donc ça, c'était en effet intéressant à remarquer aussi comment des spiritualités, en l'occurrence là, la pensée juive, pourquoi pas d'autres, nombreux citaient les stoïciens aussi, des auteurs antiques, étaient convoqués et pouvaient aider tel ou tel écrivain à composer son œuvre. Alors, j'ai beaucoup, et puisqu'on parle de textes juifs, j'ai beaucoup aimé votre propre réponse aux livres qui vous ont marqué, et c'est d'un côté l'Ecclésiaste, comme vous avez raison, et de l'autre, alors là c'est plus discutable, Être et temps de Martin Heidegger. Et oui, vous dites d'ailleurs un grand livre est le contraire d'un livre, c'est une bonne définition. Un grand livre est le contraire d'un livre meilleur que les autres. Il devient pour lui-même sa propre référence. Oui, tout à fait. Je dis cette phrase, si je ne me trompe pas, en contestant l'idée de classique. En contestant l'idée répandue de vouloir comparer les livres, savoir quel livre serait meilleur que tel autre, etc. Non pas que je pense que tous les livres se vaudraient, mais en revanche que, en effet, quand il y a vraiment un livre qui est majeur, eh bien, il cesse d'être comparable ou d'être interchangeable avec les autres. Et alors oui, j'ai cité ces deux livres qui ont, à mon avis, un lien. C'est que dans les deux cas, ce sont deux livres qui écrivent depuis le point de vue où on ne peut plus écrire. L'Ecclésiaste, si c'est un livre aussi troublant, aussi, moi je le relis tout le temps, et c'est un livre absolument fascinant, c'est parce magnifique. C'est le plus court de toute la Bible, mais c'est le plus fort. Le plus court, le plus troublant. Oui. Le plus, qui a d'ailleurs rendu fou les commentateurs, parce que le narrateur, donc Qoéleth, écrit depuis la vanité, c'est-à-dire depuis le point où l'existence ne se justifie plus, et depuis même le point où la Bible paraît se fragiliser. Ce livre, je le surnomme une contre-Bible. C'est une sorte de livre où la Bible se met en danger à l'intérieur d'elle-même. Oui. Et pareil pour Être et temps, parce qu'Être et temps, déjà avec le début, vanité des vanités, tout est vanité. Exactement. Et la fin corrige en disant à la fin des fins, respecte l'Éternel et marche à son sillage, car au fond il n'y a rien d'autre. Tout à fait. Mais parce que c'est tout l'homme, C'est comme ça que ça finit. Et c'est magnifique. Cette fin est magnifique. Magnifique et troublante parce qu'elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire du coq à l'âne. On ne s'attend pas à la voir survenir. Ce livre est un tunnel spirituel absolu où donc le personnage qui dit qu'il a été roi à Jérusalem, donc qui raconte sa vie, qui a été une vie de richesse, une vie de sagesse, une vie d'abondance, une vie de bonheur, en déduit que premièrement tout n'est que vanité. Et vanité, le terme exact, c'est le terme de brouillard, tout n'est que buée, tout se fait en vain. Et deuxièmement, que l'homme se donne un mal fou sur terre pour rien. Et donc, il se met à passer en revue tous les éléments de la vie en les renvoyant chacun à cette idée de vanité qui gagne tout. Enfin, qui anéantit la valeur de tout. Et à la fin, il retombe sur la question de Dieu, mais sans avoir à la démontrer ou à la justifier. Et Être et temps, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, je trouve que c'est un livre qui met à mal la philosophie à l'intérieur de la philosophie, en la confrontant à la question à laquelle elle n'a jamais su répondre, qui est la question de l'être.
Voilà, moi j'aime bien les livres qui mettent en danger l'idée même de livre, qui se compromettent en tant que livre. Alors, il y a une réponse qui m'a scotché, et là aussi, pardon, je ne retrouve pas le nom de l'auteur, à la question sur les mauvais livres, et il dit tout bonnement la Bible. La Bible, et il a l'air presque d'être assez fier de ne jamais avoir ouvert la Bible. Et ça vous a pas étonné, là? Tout le monde, il y a des gens pour qui les livres qu'ils n'ont pas lus peuvent avoir plus d'importance dans leur vie que les livres qu'ils ont lus, qui peuvent être obsédés par un livre qu'ils n'ont pas lu, comme on peut être obsédé par quelqu'un qu'on n'a pas rencontré. Oui, ça m'a un peu... je comprends qu'on puisse ne pas être religieux, être athée, être agnostique, mais en revanche, ne pas vouloir comprendre les religions, c'est quelque chose de différent. Mais enfin, cette personne a peut-être de très bonnes raisons pour ne pas avoir lu la Bible. Oui. Il y a quelqu'un d'autre d'ailleurs qui dit je n'ai jamais ouvert les évangiles. Ou j'ai ouvert les évangiles et puis ça m'est tombé des mains. Je crois que c'est Léos Carax qui dit ça. Oui, c'est intéressant. Ça fait référence à, vous savez, André Chouraqui disait on peut avoir fait toute sa scolarité en France, avoir eu tous les grands textes entre les mains sans jamais avoir entendu parler de la Bible. C'est possible. C'est vrai. Pas toujours possible dans d'autres traditions anglo-saxonnes mais en France, on peut avoir fait toutes ces études. Vous en avez fait, on peut vous prendre pour exemple. Est-ce que vous avez, dans votre scolarité, sinon peut-être par des poèmes de Victor Hugo ou Chateaubriand aussi. Oui. Bon, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup pratiqué l'étude de la Bible, mais c'est vrai que je pense que la France contemporaine s'est construite sur un rapport assez étrange, ambivalent, avec l'idée même de religion. Aujourd'hui, on parle beaucoup de polémiques concernant l'islam, mais bien avant, je veux dire, la France moderne s'est construite dans une quasi-guerre civile avec l'Église chrétienne. Et à partir de là, du coup, il y a ce que Régis Debray avait constaté dès les années 80, c'est-à-dire une forme d'aveuglement parfois face aux faits religieux, et donc face à la culture religieuse et face à la Bible, logiquement. Alors, c'est intéressant, on disait ça tout à l'heure avant de commencer l'émission, c'est vrai que c'est un genre de photographie de l'époque. Qu'est-ce qu'elle lit, comment elle lit, c'est très intéressant, et on a suffisamment de monde pour voir en tirer des enseignements. Alors je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous a étonné dans les réponses? Est-ce qu'il y a la question de l'âge ou de la génération qui intervient? Est-ce qu'on lit différemment quand on est plus jeune, quand on est plus âgé? Est-ce que ça vous a frappé? Ou est-ce que les grands classiques restent les grands classiques, quel que soit l'âge où on les aborde? Alors déjà, c'est vrai que ce numéro, il ressemble un petit peu, oui, à une photo de classe du monde de la lecture contemporain. Et c'est vrai que je pense qu'une revue littéraire, c'est vraiment, je vous disais que c'est un travail de temps long, mais dans tous les sens du terme, ça veut dire qu'on le fait presque pour la beauté, pas seulement pour la beauté du geste, mais pour la postérité. Et donc pour laisser une trace c'était vraiment l'ambition de ce livre, c'était de laisser, de ce numéro, je dis même livre, c'est un lapsus, mais révélateur, c'était de laisser une trace de tout ce paysage de la lecture qui existe, que ce soit avec et c'est ça l'important, c'est qu'en fait, on a pris des lecteurs qui étaient très différents. On a pris des lecteurs qui étaient des écrivains, des critiques littéraires, des éditeurs, des journalistes, enfin bref, et des étudiants, des réalisateurs, des hommes politiques. Donc on a voulu voir des manières différentes de lire, des prismes différents par rapport à la lecture. Et oui, de fait, il y avait cette immense diversité des réponses. On pourrait prendre donc ce qu'on avait dit, les gens qui lisent pas assez ou qui lisent trop, les gens qui ont des références très générationnelles et ceux qui ont des références plus classiques, les gens qui ont un rapport très personnel au texte et d'autres un rapport plus académique. Il y avait toutes ces déclinaisons. Moi, celle vraiment qui m'a le plus marqué, c'est entre ceux qui avaient l'impression d'être, je dirais, entourés, enfin de vivre dans une bibliothèque, et ceux qui avaient le sentiment de ne pas lire assez. Ouais. Même quand ils lisaient beaucoup, parce que c'est désindexé de leur temps de lecture. C'est vraiment une question de sentiment.
Vous savez, c'est Jean-Paul Sartre qui disait dans Les Mots que les livres, c'était une névrose, c'était une maladie intérieure. C'est-à-dire que soit on a l'impression qu'on est étouffé par eux, qu'on est écrasé par eux, soit on a l'impression au contraire qu'ils nous sont lointains ou étrangers. Mais c'est très difficile d'avoir un rapport serein et pacifié avec les livres. J'évoque votre livre qui s'appelle Espace fumeur, c'est ça? Oui. Alors, est-ce qu'il y a un chapitre sur le comment fumez-vous? Dans quelle position et quelle est votre philosophie de la chose? Alors ce livre était une confession du fumeur et en même temps, je dois le dire, une déclaration presque d'amour au paradis artificiel en général. Je ne parle pas des drogues, tout ça, mais je veux dire l'idée de trouver son bonheur ou son soulagement dans un objet quelconque, en l'occurrence là, la cigarette. Et la réponse en mon cas était absolument partout, absolument n'importe quand et dans toutes les positions, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'il est, ça me fait penser à la réponse de Michel Houellebecq, qui est un peu décevante, pardon. Comme celle d'ailleurs, pardon aussi, parce qu'on est en pleine campagne électorale aussi, mais j'ai trouvé la réponse du président de la République un peu courte, alors qu'il écrit bien, chacun sait qu'il a le sens de discours, il fait de très beaux discours, un peu longs, mais de très beaux discours. Là, je dois dire que j'ai pas été conquis. Alors, permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous sur Houellebecq. Moi, au contraire, j'ai trouvé sa réponse assez géniale, parce qu'en effet, donc, il y avait une des 4 questions du questionnaire qui était quel livre a changé votre vie? Et donc tout le monde dans ce numéro, mais tout le monde sans exception, s'est plié au jeu et a cité un livre lu, découvert dans une librairie qui a changé la vie de la personne qui écrivait. Et Houellebecq est le seul à avoir cité son propre livre. C'est-à-dire qu'il a dit, moi, le livre qui a changé ma vie, c'est Rester vivant, parce que jusqu'alors j'écrivais des poèmes et ça m'a permis d'écrire des romans. Et je trouve qu'il y a dans ce geste quelque chose de typiquement houellebecquien, qui est que, sans doute que ça a traversé l'esprit de plein de gens, de se dire, moi, ce qui a changé ma vie, c'est d'avoir écrit un livre plus que d'en avoir lu un. Et c'est lui qui a, entre guillemets, cassé le tabou. Donc là, je suis d'accord avec vous, oui. Et que sur la réponse d'Emmanuel Macron, oui, en revanche, je suis plutôt d'accord avec vous, oui. Oui. D'accord, très bien. Il y a aussi Bruno Le Maire, qui. Oui. Alors lui, en revanche, on sait qu'il a fait un mémoire sur Proust, qu'il est très, il est très littéraire. Enfin, il écrit bien, souvent, y compris des romans. Et bon, le texte a été réfléchi quand même. Oui, et en plus, ce qui était drôle, c'est que ce numéro est sorti au moment même où Bruno Le Maire devenait personnage de roman à travers Houellebecq aussi. Oui. Donc il y avait ce pont souterrain. Mais non, mais franchement, toutes les réponses de ce numéro, et c'était ça aussi une des joies qui était de le faire, c'est que je pense que vraiment personne n'a triché. C'est-à-dire que les gens se sont tous révélés dans leur vérité. Ensuite, de manière subjective, on peut se sentir plus proche de tel ou tel lecteur que de tel ou tel autre. Ça, c'est normal. Mais j'ai l'impression, moi, c'est le sentiment que j'ai eu en récoltant ces réponses et en mettant en page, que vraiment, les gens s'y sont vraiment révélés. Et se sont tous pris au jeu de ce questionnaire qui, en effet, est une pratique surréaliste. C'est pas nous qui avons inventé la pratique du questionnaire. Et le but de cela, c'est vraiment de mêler le sérieux et le farcesque, le jeu et le sérieux. Oui. Alors, il y a un questionnaire Pont-Neuf. Je vous l'aurais bien fait, mais je crois que je regarde, on n'a pas. On peut. Alors, on y va. Êtes-vous Tolstoï ou êtes-vous Dostoïevski? Dostoïevski. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani? Modigliani. Êtes-vous Saül Bellow ou êtes-vous Philippe Roth? Ah, alors, je cite toujours la deuxième réponse, mais Philippe Roth sans hésiter. Et tout Philippe Roth, ouais. Tout Philippe Roth. Êtes-vous Balzac ou êtes-vous Hugo? Alors en ce moment, je suis en train de lire, j'ai acheté l'intégrale de Hugo, un libraire d'occasion, donc je suis en train de lire son œuvre, enfin lentement, mais son œuvre intégrale. Et donc en ce moment, je suis dans Hugo. Je saurais pas répondre. Ouais. Êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide? Alors Rachi, oui. Beaucoup plus proche de Rachi que de Maïmonide, oui. À cause du commentaire. À cause de l'exégète plutôt que du philosophe. Parce que par votre formation, vous devriez être tenté plutôt par Maïmonide.
Oui, mais j'ai une distance philosophique avec Maïmonide. C'est-à-dire Maïmonide essaye de réconcilier la philosophie d'Aristote avec la pensée religieuse. Ça me semble incompatible. Êtes-vous Twitter ou êtes-vous Facebook ? Ah bah, je sais que vous travaillez là-dessus. Oui, c'est ça. Je suis sur les deux et je suis inquiet et fasciné par les deux. Eh bien, merci Nathan Dever. Je rappelle donc que vous avez présidé à ce numéro. Comment vous l'avez orchestré, en tout cas, vous l'avez organisé. Comment lisez-vous ? C'est un numéro spécial pour le trentenaire de la revue La Règle du Jeu. C'était Pont-Neuf. Bonne journée à tous.